Voici un aperçu rapide sur le métabolisme des scandales. Un article super fascinant du média Biologia décrypte exactement comment nos démocraties arrivent à encaisser des chocs colossaux comme le scandale des moteurs truqués ou les fuites de données mondiales sans jamais vraiment réformer le système en profondeur. Premièrement, il y a cette illusion de la résolution forte. Le système plie, mais il ne casse pas. Face au scandale, on assiste à une judiciarisation super sélective où on donne une amende salée, genre les 32 milliards d'euros pour Volkswagen lors du Dieselgate, ou bien on fait tomber quelques têtes. Mais les incitations financières puis l'opacité restent intactes. C'est carrément comme arracher la tête d'une mauvaise herbe tout en laissant la racine bien confortablement dans le sol. Et si ces racines restent là, comment les décideurs font pour qu'on passe à autre chose si vite? Deuxièmement, ça s'explique par la machine à distraction et à fatigue. Notre indignation s'évapore super vite dans un cycle médiatique ultra court, où les fausses nouvelles désorientent tout le monde. Des dossiers hyper complexes, comme l'espionnage massif de la NSA, ça génère une vraie fatigue citoyenne. Sommes-nous simplement devenus trop bombardés d'infos et épuisés pour exiger de réels changements? Face à cette fatigue, c'est tentant de crier au grand complot mondial. Mais la réalité nous pointe vers une solution bien plus concrète. Finalement, l'antidote concret contre ce système. Il n'y a aucune cabale secrète ni de main invisible, juste des failles exploitées dans un vide normatif. La vraie solution, c'est d'imposer des règles claires avec des dents, des registres de lobbying obligatoires, comme après le Catagate, l'accès aux données pour les chercheurs, puis des coalitions citoyennes. Sérieusement, on n'a pas besoin de chasser des fantômes ou des marionnettistes invisibles, il suffit d'allumer la lumière sur les zones d'ombre pour fermer leur terrain de jeu. La corruption se nourrit d'opacité et le véritable antidote reste une vigilance armée de preuves tangibles, pas de fiction. En 2015, le constructeur automobile Volkswagen se fait prendre la main dans le sac. On découvre que des millions de véhicules ont été équipés d'un logiciel secret, un algorithme conçu spécifiquement pour truquer les tests d'émissions polluantes. Ouais, le fameux Dieselgate. Ça a été un séisme mondial, littéralement. Exactement. L'indignation est totale partout et au final, l'entreprise écope d'environ 32 milliards d'euros en pénalités et en frais divers. 32 milliards. C'est un chiffre qui donne le vertige, mettons. C'est ça. Sur le coup, tout le monde se dit c'est la fin de ce genre de pratique. Personne ne peut survivre à une amende pareille. Ben oui, c'est ce qu'on aime penser. Sauf que pour le système dans lequel on vit, ces 32 milliards-là, c'est pas vraiment une punition mortelle. C'est simplement une facture. Une facture, oui. Comme une sorte de taxe d'exploitation pour avoir le droit de continuer à faire des affaires. Et c'est exactement cette dynamique-là qui brouille notre perception de la justice. On confond la sanction financière, qui est super spectaculaire, avec un véritable changement des règles du jeu. C'est clair. Et c'est le cœur même de notre plongée documentaire d'aujourd'hui. On va décortiquer ensemble une analyse vraiment fascinante qui a été publiée dans la revue Biologia, qui s'intitule « Le métabolisme du scandale ». Un titre super évocateur. Vraiment. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi et surtout comment nos démocraties arrivent à encaisser les pires révélations, que ce soit des scandales d'État ou des catastrophes environnementales, et ça sans jamais modifier leur structure profonde. C'est une excellente question. En lisant les sources pour préparer, l'image qui m'est venue en tête, c'est celle d'un système immunitaire inversé. Au lieu d'attaquer la maladie du scandale pour s'en débarrasser, notre système politique et économique l'absorbe, il le digère puis il continue sa route en étant même parfois renforcé. C'est une super bonne analogie. Le terme métabolisme choisi par les auteurs est extrêmement précis. Un organisme vivant, ça ne s'arrête pas de fonctionner quand ça ingère une toxine. Non, ça essaie de la gérer. Exact. Ça déploie des mécanismes pour l'isoler, la décomposer, puis finalement l'évacuer. Fait que pour comprendre comment nos institutions font ça, il faut d'abord observer comment notre propre attention fonctionne face à un choc. Comment le public réagit en premier lieu, dans le fond? Ouais, le document remonte à 1972 avec la théorie du cycle d'attention du politologue Anthony Downs. Attends, 1972, donc bien avant l'ère des réseaux sociaux et de l'information en continu. Ouais, bien avant. Mais même à cette époque-là, Downs avait remarqué que le public réagit aux crises selon une courbe vraiment prévisible. D'abord, il y a la phase d'alarme, une fulgurance médiatique où tout le monde est outré. La fameuse panique initiale, les gros titres, les politiciens qui promettent d'agir. C'est ça. Ensuite vient une phase super cruciale, celle de la réalisation. La société prend soudainement conscience des coûts économiques, politiques et sociaux immenses qu'impliquerait une vraie solution au problème. Ah, je vois. On s'entend que c'est le moment où on réalise que changer le système d'émission de toutes les voitures, mettons, ou réformer complètement la finance mondiale, ça va être compliqué, puis ça va coûter cher à tout le monde, pas juste aux coupables. Ouais.
Et face à cette montagne-là à gravir, mais la troisième phase s'enclenche, le déclin progressif de l'intérêt public, suivi par l'oubli. On passe à un autre appel. C'est un peu déprimant. Mais qu'est-ce qui a changé depuis 72 d'abord? Ce qui a changé, c'est la compression de ce cycle-là. Les algorithmes de nos plateformes numériques d'aujourd'hui, ils sont conçus pour maximiser l'engagement instantané. Ça a transformé cette courbe qui durait des mois en une fenêtre de quelques semaines, voire de quelques jours. C'est fou pareil. C'est fascinant parce que c'est justement pendant cette fenêtre de vulnérabilité très courte que le système, lui, active ses défenses. La source identifie 7 mécanismes récurrents du scandale. Oui, 7 rouages qui se mettent en place. Mais plutôt que de juste faire une longue liste d'épiceries pour l'auditoire, regardons comment ces rouages-là s'emboîtent. D'après ce que je comprends, ça commence souvent par un duo redoutable. La captation des décisions d'un côté et l'opacité financière de l'autre. Ces deux-là, ils travaillent toujours en tandem. Toujours. La captation des décisions, dans le fond, c'est quand des intérêts privés utilisent le lobbying intensif ou le phénomène des portes tournantes. Les portes tournantes, tu veux dire quand un ministre devient soudainement consultant pour l'industrie qu'il était censé réguler la semaine d'avant, hein? Exactement ça. Ils font ça pour s'assurer que les lois comportent des failles. Ils créent légalement des angles morts. Ensuite, l'opacité financière arrive en jeu via les paradis fiscaux ou les sociétés écrans. Ça permet d'exploiter ces angles morts-là pour cacher les profits générés. Et ça, sans que personne puisse remonter à la source. Mais non, l'argent disparaît dans un brouillard administratif. Donc, si je résume, le lobbying perce le trou dans le filet et la société écran permet de passer le butin à travers le trou, ni vu ni connu. C'est une excellente façon de le voir. Et si jamais ça éclate au grand jour, c'est là qu'entrent en jeu les mécanismes de bouclier, comme la manipulation de l'information et l'externalisation morale. L'externalisation morale, genre rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre? Ouais, on noie le public sous des détails techniques hyper complexes ou on sort l'excuse classique. On dit c'était légal selon les règles en vigueur, c'est juste l'erreur de quelques mauvais employés qui ont mal agi. Ah oui, la fameuse pomme pourrie dans le panier. Le but, c'est vraiment de diluer la responsabilité systémique pour la transformer en responsabilité individuelle. Le système dit que le problème, c'est pas son architecture, c'est ce directeur financier-là en particulier. Mais c'est une mécanique de défense vraiment redoutable. Ça protège le corps de l'organisation. Mais là, ça m'amène à une contradiction que je veux absolument explorer avec toi aujourd'hui. Si ce bouclier institutionnel-là est si performant pour étouffer le changement, qu'est-ce qui a changé historiquement? Comment ça? Bien, l'analyse fait une comparaison assez brutale avec le Watergate dans les années 70. N'oublions pas que cette affaire d'espionnage politique a forcé la démission d'un président américain, Richard Nixon quand même, et ça a mené à la création de vrais contre-pouvoirs institutionnels. C'est un point super important. À l'époque, le système a bel et bien craqué, non? Il n'a pas pu simplement encaisser le coup puis passer à autre chose. Non, en effet. La grande différence réside dans la symétrie de l'information et la structure du pouvoir de l'époque. Lors du Watergate, la presse, le système judiciaire et le public opéraient dans un écosystème où l'établissement des faits finissait par faire autorité. C'était dur d'ignorer la preuve, mettons. Voilà. Quand les bandes audio de Nixon ont été révélées, les conséquences ont été vraiment structurelles. À l'inverse, regardons l'affaire Edward Snowden et les révélations sur la surveillance de masse par la NSA. Wow, oui. L'impact médiatique était pourtant énorme pour Snowden. On a appris que nos propres téléphones étaient des micros ouverts pour les agences de renseignement. C'était capoté. Une cour d'appel américaine a fini par statuer que la collecte massive de métadonnées téléphoniques avait bel et bien été illégale. Fait que sur papier, on pourrait croire une victoire similaire à celle du Watergate, non? L'État a été pris en défaut. On pourrait croire ça, oui. Mais la source souligne un fait crucial. C'est un jugement rétrospectif qui arrive des années plus tard. Et surtout, la grande majorité de l'infrastructure technologique et des partenariats privés qui ont rendu cette captation-là possible, mais ça n'a pas du tout été démantelé. Attends, vraiment? Ils ont gardé les systèmes en place? Oui. L'appareil de surveillance s'est simplement reconfiguré de manière plus légaliste et plus subtile, surtout. Mon Dieu. C'est un peu comme si un tribunal déclarait que le cambriolage de ma maison était illégal, mais laissait le système de caméra espionne du cambrioleur branché dans mon salon juste au cas où. Sans plein sœur. Et c'est ce qui nous ramène à l'exemple du Dieselgate dont on parlait en ouverture, d'ailleurs. Ah oui, tu disais que les 32 milliards d'euros n'étaient qu'une facture. Mais l'Europe a quand même été forcée d'imposer de nouveaux tests d'émissions basés sur la conduite en conditions réelles, des tests qui sont beaucoup plus stricts que les anciens qui étaient faits en laboratoire. Est-ce qu'on peut pas voir ça comme une preuve que la régulation a finalement mordu?
C'est là qu'il faut vraiment regarder sous la surface. Le fait que l'Europe ait dû imposer ces tests en conditions réelles, ça révèle surtout l'ampleur de la régulation contournée. C'est un autre des mécanismes clés du texte. OK, explique-moi ça. Ça prouve que pendant des décennies, le régulateur européen était complètement capturé par l'industrie automobile. Les constructeurs participaient activement à la rédaction des normes et des modalités de tests en laboratoire, ce qui leur permettait dans le fond de tricher légalement. C'est comme s'ils écrivaient les questions de l'examen avant de le passer. Exactement. L'amende frappe fort, certes, mais elle intervient après des années et des années de profits engrangés, tout ça grâce à un vide normatif qui a été soigneusement entretenu. Je vois. On s'entend que le système encaisse le coût médiatique, il paie pour avoir exploité la faille, et il passe tout bonnement à un autre modèle d'affaires. C'est brillant, d'une certaine façon. C'est très efficace. Et c'est là qu'on entre dans ce que le texte décrit comme la phase d'enlisement. La phase d'enlisement. Ouais. Quand le public commence à se lasser et qu'il détourne inévitablement le regard, le système déploie deux de ses armes les plus lourdes pour clôturer le dossier une bonne fois pour toutes. La judiciarisation sélective et le retour de l'opacité. La judiciarisation sélective. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Absolument. Et pour bien comprendre ça, l'analyse pointe vers l'opération Lava Jato, ou Lavage Express au Brésil. Au début, cette gigantesque enquête anticorruption-là, ça a vraiment tout d'un thriller hollywoodien. Ah, je m'en rappelle, ça faisait les manchettes tous les jours. Ben oui. La police arrête des PDG intouchables, des politiciens de très haut rang tombent, des peines de prison super lourdes sont prononcées. Pour le public, c'est l'euphorie totale. On a vraiment l'impression que le grand nettoyage a enfin lieu. Donne à la population le spectacle qu'elle réclame, finalement. Le méchant est menotté devant les caméras, la justice triomphe, l'indignation collective est purgée. Exactement. Le métabolisme offre une catharsis. Sauf que, quelques années plus tard, quand l'attention internationale est passée à d'autres choses, la contre-attaque juridique silencieuse commence. C'est toujours dans l'ombre que ça se passe. Toujours. En 2021, la Cour suprême du Brésil déclare que le juge vedette de l'affaire, Sérgio Moro, était en fait partial. Ah, le juge vedette Oui. lui-même? Oui. En conséquence de ça, de très nombreux dossiers majeurs sont tout simplement annulés pour des vices de procédure, puis la force opérationnelle anticorruption est dissoute. C'est fini. C'est le fameux retour du balancier. Fait en sacrifiant quelques figures publiques au début de la crise, l'architecture même de la corruption s'est sauvée. Totalement sauvé. Ça me fait penser à une métaphore avec un lézard. Tu sais, un lézard qui, lorsqu'il est attaqué par un prédateur, détache volontairement sa propre queue. Ah oui, l'autotomie. Exact. La queue frétille sur le sol. Le prédateur, ici, mettons le public et les médias se concentrent là-dessus. Il pense avoir eu sa proie, pendant que le reste du lézard s'enfuit intact dans les buissons. Le système a sacrifié une succursale, un PDG ou un politicien vedette juste pour sauver son modèle d'affaires global. C'est une excellente illustration, vraiment. Et pendant qu'on regarde tous la queue du lézard qui frétille, l'opacité financière, elle, fait de la résistance institutionnelle. Elle continue son petit bonhomme de chemin. Mais on l'a vu de manière super flagrante à la suite du grand scandale des Panama Papers. Ah, ça aussi, c'était immense. Des fuites de documents de partout. Oui, l'indignation mondiale face à l'évasion fiscale offshore a vraiment forcé les gouvernements à agir. Sur le coup, en tout cas. On a notamment vu la création d'un taux d'imposition mondial minimum pour les multinationales qui est effectif depuis 2024. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, et surtout l'obligation pour les pays européens de créer des registres publics des bénéficiaires effectifs. Le but de ces registres-là était simple. Empêcher les milliardaires et les groupes criminels de se cacher derrière des sociétés écrans anonymes. On s'est tous dit qu'on allait enfin savoir qui tire les ficelles et qui encaisse les gros chèques dans les paradis fiscaux. C'était une avancée majeure pour la transparence. C'est ce qu'on croyait. Mais en 2022, coup de théâtre complètement silencieux, la Cour de justice de l'Union européenne décide de restreindre drastiquement l'accès public à ces fameux registres. Attends, la Cour elle-même bloque l'accès. Ouais. Et tu devineras jamais l'argument utilisé. Le secret des affaires. Pire, le respect de la vie privée et la protection des données des propriétaires d'entreprises. On utilise un droit fondamental qui a été conçu pour protéger le simple citoyen ordinaire comme un bouclier pour protéger l'opacité des immenses fortunes. C'est brillant, mais c'est terrifiant en même temps. C'est l'arme parfaite. On fait un grand pas en avant sous la lumière des projecteurs pour calmer le peuple et on fait 2 petits pas en arrière dans l'ombre des tribunaux quelques années plus tard. C'est exactement le métabolisme à l'œuvre.
ces dossiers-là. Comment ce tour de passe-passe fait-il pour pas provoquer une nouvelle vague de scandales? Comment on maintient le public dans l'aveuglement total? La réponse courte, en générant de la désorientation. De la désorientation. Comment on fait ça à l'échelle d'une société? Mais cette désorientation-là, c'est pas le fruit du hasard. Elle est savamment orchestrée par le jeu des lobbies et par l'illusion de l'action réglementaire. L'analyse de Biologéo utilise l'affaire du Qatargate pour bien illustrer ça. Ah oui, le fameux scandale des mallettes pleines d'argent liquide, tu sais, celles retrouvées chez des élus en plein cœur de Bruxelles, juste pour influencer la politique européenne, c'était surréaliste. C'est en plein ça. Face à un scandale de corruption aussi primaire, aussi grossier, qui touche directement le Parlement européen en plus, l'institution devait réagir fort et vite. Fait que l'Union européenne a révisé son code de conduite et elle a mis sur pied une toute nouvelle agence, l'AMLA, une autorité anti-blanchissement basée en Allemagne. Fait que, vu de l'extérieur, on se dit que les régulateurs ont repris le contrôle de la situation. Il y a une nouvelle agence, des nouveaux bureaux, des fonctionnaires. Oui, mais au fond, c'est ce que la source appelle le solutionnisme institutionnel. Le solutionnisme institutionnel? Ça sonne comme créer un coquille vide juste pour calmer le jeu, non? T'as compris. Dans les faits, les groupes de surveillance indépendantes, comme Transparency International, ont super vite souligné que ces réformes-là manquaient cruellement dedans. Les obligations réelles de divulgation pour les élus restent super molles. Puis le lobbying de la part de pays tiers n'est toujours pas traçable par défaut de façon stricte. C'est de la poudre aux yeux. Exact. On annonce une agence avec un grand nom pour gérer la crise médiatique, mais dans les négociations techniques fermées, là où les caméras vont pas, mais les lobbyistes s'assurent que cette agence n'aura jamais les moyens d'inspecter là où ça dérange vraiment. C'est décourageant. Et ce bruit de fond institutionnel-là devient encore plus assourdissant quand on ajoute par-dessus la couche de la manipulation technologique. D'ailleurs, le document s'attarde assez longuement sur le cas de Cambridge Analytica. Oui, un cas d'école. C'est probablement l'exemple ultime de la façon dont on désoriente toute une population, non? Absolument. Dans cette affaire-là, on a découvert comment les données privées de millions d'utilisateurs Facebook ont été siphonnées à leur insu pour créer des profils psychologiques. Le but, c'était de cibler les électeurs avec de la désinformation sur mesure pendant des campagnes électorales. Et quelle a été la réponse réglementaire à ça? Parce qu'on s'entend que ça touche au cœur de la démocratie. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission a imposé une amende record de 5 milliards de dollars à Facebook. Encore une grosse amende. Exact. De son côté, la plateforme a promis beaucoup plus de transparence en créant une bibliothèque publique recensant toutes les publicités politiques. C'est leur solution. Fois le même pattern, on paye la facture, on crée un registre quelconque et on passe à autre chose. Mais pourquoi ce registre de publicité-là, ça règle pas le problème de fond? Parce qu'il ignore totalement la mécanique même de la plateforme. La source mentionne de grandes études universitaires, notamment menées par des chercheurs du MIT et publiées dans PNAS. Ces études ont prouvé une réalité algorithmique qui est implacable. Laquelle? Sur ces réseaux-là, les informations fausses ou extrêmement polarisantes, ça circule beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, puis plus profondément que la vérité. L'algorithme est conçu pour maximiser l'engagement. Et l'indignation, la colère, c'est le moteur le plus puissant de l'engagement humain. Fait que si je te suis, demander à Facebook de faire un registre public des fausses nouvelles, c'est bien beau, mais ça change absolument rien au fait que leur modèle d'affaires, c'est de propulser ces mêmes fausses nouvelles-là à la vitesse de l'éclair parce que c'est ça qui est payant. C'est exactement ça. L'amende de 5 milliards, pour eux, c'est juste le coût d'opération d'une machine à imprimer de l'argent basée sur la colère du monde. C'est la structure même de l'exposition politique qui est biaisée à la base. Et face à cette montagne d'opacité, de montage juridique super complexe et d'algorithmes opaques, le citoyen moyen finit inévitablement par souffrir d'une profonde fatigue cognitive. On n'en peut plus, tu sais. C'est d'ailleurs ici que l'analyse met en garde contre un piège particulièrement dangereux, la bascule vers le complotisme. C'est un risque énorme. Décisions de justice contradictoires qui sortent, c'est incroyablement tentant de s'en remettre à une théorie simple. Ouais, de chercher un coupable facile. De se dire, il y a un groupe d'élites secrètes dans une pièce sombre qui tire absolument toutes les ficelles, les Illuminati ou peu importe. Le texte insiste très, très fortement sur ce point-là. Faut pas tomber dans le panneau. Il n'y a pas de cabale magique, il n'y a pas de génie machiavélique avec un plan global pour asservir l'humanité.
Il n'y a pas de méchant de film de James Bond avec un chat blanc sur les genoux. Mais non, c'est ça. Ce qui donne l'illusion d'une grande conspiration, c'est simplement un alignement des incitations économiques. Des milliers d'acteurs indépendants, des avocats fiscalistes, des lobbyistes, des dirigeants de plateformes technologiques, qui prennent tous des décisions pour eux-mêmes. Mais ces décisions-là pointent toutes dans la même direction. Voilà. Protéger les profits privés et minimiser la transparence. C'est de l'opportunisme systémique, pas un complot. C'est ça l'ironie qui me frappe. Croire au complot, croire qu'une entité surpuissante qui contrôle tout, c'est paradoxalement le meilleur moyen de se dépolitiser. Comment ça? Ben, si le système est contrôlé par des Illuminati invincibles, à quoi bon militer pour la transparence d'un registre de bénéficiaires effectifs au niveau européen? On se dit que ça sert à rien. La théorie du complot, en fin de compte, ça offre une forme de résignation très confortable qui arrange parfaitement les affaires des lobbyistes. C'est tellement vrai. C'est pourquoi la démystification, comme on le fait aujourd'hui, c'est si important. La réalité de la corruption moderne, elle n'est pas occulte ou magique, elle est juste terriblement bureaucratique et technique. C'est plate, mais c'est ça. Ouais. Et heureusement, la source de biologie ne nous laisse pas juste face à un grand mur noir. La dernière partie de l'analyse est consacrée à la résistance. Elle propose des outils simples pour que n'importe quel citoyen puisse muscler sa vigilance puis contrer ce métabolisme-là au quotidien. Un véritable antidote au cynisme, finalement. La première règle, et c'est vraiment la base selon les auteurs, c'est de changer notre régime d'information en privilégiant les preuves primaires. Les sources directes. Exact. Au lieu de consommer de l'indignation préemballée sur les réseaux sociaux via des influenceurs, il faut aller chercher la source, lire la décision de justice elle-même, consulter les rapports des vérificateurs généraux ou s'appuyer sur les enquêtes des consortiums de journalistes comme l'ICJ, qui, eux, publient des données brutes. C'est ce qu'on appelle l'hygiène informationnelle de base. C'est crucial. Vérifier l'origine puis le contexte d'une donnée avant de laisser influencer notre jugement et notre vote. Ensuite, il y a la question de nos exigences politiques. Face à un scandale, on ne doit plus se contenter de vagues promesses de réforme éthique ou de la création d'un énième comité d'enquête qui servira à rien. Il faut exiger ce que l'analyse appelle la transparence radicale par défaut. Mais concrètement, ça ressemble à quoi, cette transparence radicale-là pour le citoyen? Ça ressemble à l'ouverture totale des données gouvernementales, ce qu'on appelle souvent l'open data. Par exemple, exiger que les agendas de rencontre de tous les décideurs publics, les ministres, les députés avec des lobbyistes, que ce soit publié systématiquement. Et que ça soit accessible à tous en ligne facilement. Ouais. Rendre la traçabilité de l'influence totalement incontournable. Tu rencontres un lobbyiste, c'est public le lendemain. Un autre conseil de l'étude que je trouve personnellement extrêmement puissant pour sortir du sentiment d'impuissance, c'est d'arrêter de mener des batailles abstraites. Être contre la corruption en général, c'est noble, c'est sûr, mais ça donne aucune prise sur le réel. C'est trop vaste. Exactement. L'idée, c'est plutôt de former des coalitions citoyennes autour de métriques spécifiques. Des trucs très précis. Par exemple, au lieu de manifester pour demander moins de corruption dans les villes, on se rassemble pour suivre un seul indicateur. Quel est le pourcentage exact des contrats publics municipaux qui sont publiés en accès libre cette année par rapport à l'année dernière? C'est génial. C'est le passage de l'indignation éphémère qui brûle vite à la pression chirurgicale qui dure. Les vagues d'indignation sur les réseaux sociaux s'évaporent au bout de quelques jours, on le sait, mais les indicateurs chiffrés puis le suivi des budgets, ça reste. En gros, la grille de lecture de notre document nous invite à abandonner le scénario de film d'espionnage. Quand un scandale éclate à la télé, notre premier réflexe humain, c'est de demander qui est le grand méchant et qui va aller en prison. C'est notre besoin de justice narrative. Mais ces questions-là, elles nourrissent l'illusion de la judiciarisation sélective. Les questions plates, ennuyeuses, mais redoutablement efficaces qu'on devrait tous poser, c'est plutôt qui contrôlait ce budget précis et quelles étaient les failles réglementaires qui ont rendu cette fraude-là plus rentable que le simple respect de la loi? En déplaçant la focale de la moralité des individus vers l'architecture financière, on empêche le métabolisme du scandale de refermer tranquillement son dossier. On attaque la maladie au lieu de s'en prendre juste aux symptômes de surface. C'est tellement pertinent. Pour ramener tous ces fils-là ensemble, alors qu'on arrive à la fin de cette plongée documentaire, s'il y a une chose fondamentale à retenir de nos sources, c'est que nos démocraties ne sont pas défaillantes par accident. Non, c'est by design, comme on dit. Elles abritent un métabolisme bien huilé.
Une mécanique institutionnelle où l'opacité financière, la complexité réglementaire, puis notre propre épuisement mental sont des ressources hautement rentables pour une poignée d'acteurs. Le système ne veut pas résoudre le scandale, il est conçu pour plier sous la pression, encaisser le choc de l'amende, sacrifier quelques pions et adapter ses défenses pour survivre. L'antidote, c'est pas d'attendre un sauveur pur et parfait ou de sombrer dans le fatalisme. L'antidote réside dans la vigilance documentée puis la compréhension des flux financiers. En d'autres termes, c'est refuser de donner notre attention à la queue du lézard qui frétille, pour plutôt garder nos yeux rivés sur les structures profondes qui permettent au lézard de prospérer. C'est vraiment la meilleure image pour résumer ça. On arrive déjà à la fin de notre exploration, mais avant de clore, je veux laisser tout le monde sur une réflexion provocatrice. Une idée inspirée par les sources et qui reboucle avec notre analogie de départ. Je t'écoute. Si l'opacité, les failles réglementaires et l'asymétrie de l'information sont aujourd'hui les grands avantages compétitifs qui permettent à la corruption de prospérer, que se passerait-il le jour où on réussirait à rendre la transparence totale beaucoup plus profitable économiquement pour une entreprise que la dissimulation? C'est le monde à l'envers, ça. Est-il possible d'inverser les incitations financières du système de telle sorte que le métabolisme institutionnel rejette naturellement la fraude tout simplement parce qu'elle coûterait beaucoup trop cher à long terme? C'est peut-être là, dans la refonte des incitations économiques, que se trouve la véritable porte de sortie. Je laisse l'auditoire y réfléchir. C'est quand même fou quand on y pense. D'un côté, on a un système gouvernemental qui déploie une énergie incroyable, des ressources technologiques immenses pour traquer, mettons, 400 millions d'euros de fraude sociale. Ouais, une vraie machine de guerre. Exactement. Ça a l'air super rigoureux. Mais littéralement, dans la pièce d'à côté, ce même système laisse s'évaporer entre 3 et 5 milliards d'euros d'aides légales, des aides destinées aux personnes les plus vulnérables. Et ça, sans lever le petit doigt. C'est ça. On dirait un immense bug dans la matrice ou juste une erreur de calcul monumentale. Ben, sauf que les chercheurs qui ont compilé les données qu'on examine aujourd'hui, eux, ils affirment que c'est pas un bug pantoute. Ah non? Non? C'est le résultat prévisible d'une architecture politique super précise et c'est ce qu'ils appellent la version moderne de la fabrique du consentement. Et c'est en plein le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. On fait une plongée en profondeur dans un gros corpus de rapports d'expertise, de données financières et d'analyse politique. Et bon, même si toutes ces sources pointent vers un cas d'étude très spécifique, la Belgique, dans ce cas-ci, on aurait vraiment tort de penser que c'est juste une réalité lointaine. Tellement. Les chercheurs utilisent ce pays-là comme un véritable microscope, au fond. Ouais. Ce qu'on y observe, mettons la concentration extrême des médias, l'opacité des décisions, le poids des lobbies, ben c'est exactement la mécanique qui guette toutes nos démocraties. Et la Belgique, c'est un laboratoire parfait parce que les mécanismes opèrent presque à ciel ouvert. On y voit vraiment la collision entre trois grands éléments. Lesquels? Médiatique tenue par une petite poignée de joueurs et finalement une opacité systémique dans la façon dont les lois sont écrites. Juste avant de plonger là-dedans, il faut faire une petite précision essentielle. Les textes de notre corpus brassent très large. Ils égratignent des acteurs de la gauche, de la droite, des médias publics, des médias privés. Tout le monde y passe, dans le fond. Exact. Et notre job ici, c'est pas de faire la morale ou de prendre parti pour valider telle ou telle critique. On n'est pas là pour juger. On regarde les rapports purement et objectivement pour comprendre comment le moteur tourne en dessous du capot. Et pour comprendre ce moteur-là, il faut commencer par regarder le carburant. Autrement dit, comment les politiciens s'adressent aux citoyens aujourd'hui. L'évolution est super frappante quand on compare ça aux anciennes théories de manipulation. Parce que, historiquement, la propagande, c'était quand même assez brut, non? Les sources mentionnent les catégories classiques de propagande blanche, noire ou grise. Oui, exactement. C'est pendant la guerre froide ou la Seconde Guerre mondiale, le but était souvent de diaboliser l'adversaire. C'était pas subtil. Non, c'est ça. La propagande blanche assumait sa source. La noire masquait complètement d'où venait le message pour semer la confusion. C'était très vertical, genre du haut vers le bas. On t'imposait une idéologie. Et qu'est-ce qui a changé selon les rapports? Ce qui démontre, c'est qu'on a muté vers un modèle de marketing politique de haute précision. Tu sais, Noam Chomsky parlait de la fabrique du consentement dans les années 80 pour décrire comment les élites contrôlent l'opinion. Oui, un classique. Mais aujourd'hui, cette fabrique-là s'est transformée en une véritable chaîne de montage algorithmique. D'ailleurs, les chiffres dans le dossier sont assez fous. On apprend que les partis politiques là-bas sont financés à 80% par l'État.
donc par nos impôts dans les faits. Et le plus troublant, c'est ce qu'ils font avec cet argent-là. Jusqu'à 35 de ce budget colossal est englouti directement dans la communication. 35 C'est énorme. Fait qu'au lieu de financer des centres d'études pour élaborer des meilleures politiques publiques, cet argent sert à payer des sondages constants. Des firmes de consultants. Ouais, des consultants, puis des publicités hyper ciblées sur les réseaux sociaux. La communication sert plus du tout à créer un espace de délibération où on échange des idées. C'est rendu quoi d'abord? Bien, le parti utilise ces sondages pour identifier une demande ultra précise chez un groupe d'électeurs et ensuite, il adapte son message pour offrir exactement ce produit-là. Ah, c'est fou. C'est comme si le discours politique était devenu un menu de restauration rapide. C'est une bonne image, ça. Ben, tu sais, on ne demande plus aux gens comment cultiver les ingrédients ensemble ou de réfléchir à la recette du bien commun. Le politicien arrive et il dit « Mes données montrent que vous aimez le salé, fait que préférez-vous le combo numéro 1 ou le combo numéro 2? » Et tout est déjà préemballé. Le conflit d'idées naturelles est remplacé par une pure gestion d'images. Ouais. Et ça change complètement la nature du citoyen. Il n'est plus un participant actif dans une démocratie, il devient juste un consommateur qu'il faut fidéliser avec des slogans taillés sur mesure. OK, mais si les partis utilisent des fonds publics pour nous vendre ces combos préemballés-là, un menu, ça ne se crée pas tout seul. Qui rédige exactement la recette en arrière-scène? Ah, la bonne question. Parce que les rapports mettent beaucoup d'emphase sur ce qu'ils appellent les cabinets ministériels, et ça m'a fait tiquer. C'est normal que ça t'ait fait tiquer parce que c'est une des clés de voûte de cette opacité-là. Tu sais, dans beaucoup de systèmes, un ministre est entouré d'une poignée de conseillers, mais c'est l'administration publique qui fait le gros du travail. Les fonctionnaires de carrière, ceux qui sont supposément neutres. Exactement, ce sont eux qui rédigent les lois et font la recherche. Mais dans ce laboratoire belge dont on parle, la structure a enflé d'une façon complètement démesurée. Oui. Les textes parlent de cellules stratégiques qui comptent entre 50 et 80 collaborateurs pour un seul ministre. C'est énorme. C'est carrément un ministère parallèle. Hein? Et le problème majeur souligné par les chercheurs, c'est la façon dont ce ministère parallèle court-circuite complètement l'administration classique. Les fonctionnaires qui sont censés porter la mémoire institutionnelle du pays, ils sont mis sur la touche. Ils sont juste ignorés. Oui. À la place, les décisions se prennent en petits comités, souvent dans ce qu'ils appellent le CERN, le Conseil des ministres restreint. Souvent parachutés directement par les présidents des partis politiques, ont plus de pouvoir décisionnel que l'appareil d'État lui-même. En gros, oui. Mais à quoi servent les élus au Parlement, alors? Ne sont-ils pas censés débattre et voter ces lois-là? En théorie, oui, bien sûr. Sauf que le système a développé un mécanisme de verrouillage extrême. Les accords de coalition. OK, comment ça marche? Bien, quand un gouvernement se forme, les présidents de partis négocient un contrat blindé dans les moindres détails. Et une fois que ce contrat-là est signé, la discipline de parti entre en jeu de manière implacable. Les études du Torpus montrent que, lors des votes stratégiques au Parlement, la discipline de vote atteint 99,73 %. 99,73 %. C'est hallucinant. En gros, un député n'a pas un mot à dire. Exactement. Il doit peser sur le piton qu'on lui indique, sinon il se fait montrer la porte par son parti. Fait que le Parlement, qui devrait être le cœur de la délibération, devient souvent une simple chambre d'enregistrement pour des décisions prises à huis clos par les présidents de parti et leur fameux cabinet. Ouf. Et pour ajouter une couche de complexité, ben, il faut parler du phénomène des sliding doors ou les portes tournantes. Ah oui, le passage continuel entre le privé et le public, j'ai vu ça. C'est ça. On observe super couramment des experts du secteur privé, disons du milieu bancaire ou de l'énergie, qui intègrent un de ces immenses cabinets ministériels pour quelques années. Ils viennent faire un tour au gouvernement. Oui, et ils participent directement à la rédaction des lois qui vont réguler leur propre secteur. Puis une fois que la loi est passée, ils quittent le cabinet et retournent travailler dans le privé. Fait que, ils écrivent les règles du jeu, puis ils retournent conseiller leurs clients privés sur comment jouer avec ces mêmes règles-là. Absolument. C'est là que le rapport du Conseil de l'Europe intervient, non? Le fameux score du Gréco. Oui, le groupe d'État contre la corruption, ils ont évalué le Parlement sur la transparence et la prévention de la corruption et ils leur ont donné une note de 2 sur 8. 2 sur 8. Concrètement, un 2 sur 8 dans la vraie vie, ça se traduit comment? Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement aucune traçabilité des influences. Le problème principal, pointé par le Gréco, c'est l'absence d'un registre obligatoire, public et strict des lobbyistes. Fait qu'on sait pas qui parle à qui. On ne sait pas qui rencontre les membres des cabinets,
à quelle fréquence ni pour discuter de quoi. Et cette dilution des responsabilités fait en sorte que, mettons qu'une politique échoue lamentablement, personne ne sait qui blâmer. C'est super pratique, ça. Vraiment. Le ministre va dire que c'était un compromis de coalition, le député va dire qu'il a dû suivre la ligne du parti, et les conseillers qui ont rédigé la loi sont déjà repartis dans le privé. L'opacité devient vraiment le bouclier parfait. OK, fait que pour récapituler, on a un marketing politique financé par l'État qui nous traite en consommateurs, puis on a des lois rédigées en secret par des cabinets non élus. C'est un bon résumé. Mais un menu préemballé, ça sert à rien si personne force le public à le regarder. Comment ils font pour imposer cette réalité-là à la population sans que ça crée au scandale à tous les jours? Et c'est exactement là que les médias entrent dans l'équation. Les médias qui sont censés être le quatrième pouvoir, nos chiens de garde. Censés, oui. Sauf que les données financières montrent qu'ils sont eux aussi pris dans un étau systémique. On parle ici d'un oligopole médiatique, une concentration de la propriété qui donne le vertige, honnêtement. Les parts de marché qui sont citées dans les rapports sont écrasantes. Au sud du pays, du côté francophone, le groupe Russell est en voie d'absorber le groupe IPM. À terme, une seule et unique entité corporative va contrôler environ 94 % de l'audience de la presse quotidienne. 94 %. C'est un monopole de fait. Et du côté néerlandophone au nord, c'est un duopole étanche entre DPG Media et Mediahuis. Juste pour donner une idée, DPG Media détient 57 % du marché des magazines à lui seul, tout en dominant la télé et la radio. Face à cette concentration-là, les chercheurs utilisent carrément le terme de médiarchie. Et pour bien saisir ce concept, il faut regarder où l'argent. Toujours suivre l'argent. Exact. Ces immenses conglomérats privés se partagent un marché publicitaire qui pèse près de 1,95 milliard d'euros. Or, c'est qui l'un des plus gros acheteurs de publicité dans un pays-État? L'État, les institutions publiques, les sociétés d'État. Voilà, quand le gouvernement lance de grandes campagnes d'information, il achète des pages entières de pubs, des spots télévisés. Les médias qui sont déjà saignés par la perte de revenus publicitaires au profit des géants du web comme Google ou Meta, mais ils sont devenus extrêmement dépendants de ces revenus institutionnels-là. Fait que quand des chercheurs parlent de neutralité par équilibre mutuel, c'est exactement ça. Ouais, explique. Aucun des deux ne va dénoncer publiquement la Ligue ou remettre en question l'arbitrage central. Pourquoi? Parce que les deux font des millions grâce au fait que le match a lieu, tout simplement. C'est une super bonne métaphore. Dans le contexte des médias, ça veut dire que la presse privée ne va pas s'attaquer au fondement même de ce système de cabinet opaque ou dénoncer le marketing politique en profondeur parce qu'elle dépend financièrement de sa bonne entente avec le pouvoir. Et ça se limite pas aux médias privés, j'imagine. Non, pas en tout. Les rapports soulignent que dans l'audiovisuel public, comme la RTBF ou la VRT, les membres des conseils d'administration sont nommés selon une clé de répartition strictement partisane. C'est basé sur les résultats électoraux. Ouf. Le pouvoir politique a donc un droit de regard direct sur la gouvernance de ceux qui sont censés l'analyser de façon critique. Ce qui crée une forme de journalisme de consensus. Mais il y a une autre dynamique que je trouve encore plus pernicieuse dans les sources. Ils utilisent l'expression « le Netflix de la presse ». Ah, ça c'est fascinant. Il faut absolument décortiquer ça parce que c'est brillant et effrayant en même temps. Bien, l'analogie avec Netflix illustre la mutation de l'information en produit de consommation pur et dur. Quel est le but d'une plateforme de streaming, mettons? De garder captif, que tu enchaînes l'épisode suivant sans réfléchir. Ils s'en fichent un peu de ce que tu regardes, dans le fond, tant que tu laisses sur l'application puis que tu scrolles. Exact. La médiacratie cybernétique dont parlent les auteurs, c'est ça appliqué aux nouvelles. Sous une pression économique féroce pour générer des clics, les médias concentrés abandonnent l'information vue comme un outil d'émancipation citoyenne. Ils font juste optimiser pour l'attention. Ils optimisent leur contenu pour capter l'attention. Et qu'est-ce qui capte l'attention? L'émotion forte, la controverse superficielle, le fait divers super sécuritaire. C'est tellement clair. Ça demande beaucoup moins de ressources journalistiques de faire un débat de plateau où deux invités se crient après à propos d'une polémique sur les réseaux sociaux, plutôt que de payer un journaliste d'enquête pendant 6 mois pour comprendre comment un cabinet ministériel a modifié une loi fiscale complexe. Exactement. Et le résultat de ça, c'est que les vrais enjeux de fond, ceux qui remettraient en question le consensus en place ou qui demanderaient une pensée critique un peu poussée, ils sont évacués.
On veut juste pas déranger le monde. On renforce les préjugés inconscients des lecteurs parce que ça rapporte plus d'argent, de leur donner raison plutôt que de les confronter avec des nuances. Ce qui nous ramène directement à la question de départ et à la portion la plus lourde de ces rapports-là, le coût humain. Ouais, parce qu'il y a un vrai coût. Parce qu'on a beau parler de concentration médiatique, de kern de marketing à coups de millions, ça peut sembler super lointain tout ça. Genre des problèmes de gens en complet cravate dans des tours de bureau. Des concepts académiques. Mais ces dynamiques-là, elles écrasent des vies sur le terrain. Absolument, c'est pas juste une théorie politique abstraite. La fabrique du consentement a un prix. Et ce sont généralement les populations les plus vulnérables qui finissent par le payer. Et c'est là qu'il faut revenir aux chiffres de ton introduction. Ah oui, ce fameux contraste. L'État met en place une machinerie incroyable pour récupérer 414 millions d'euros de fraude sociale. Mais de l'autre côté, l'opacité et la complexité de la bureaucratie font en sorte que 3 à 5 milliards d'euros de droits sociaux ne sont jamais réclamés par des gens dans le besoin. C'est ce qu'on appelle le non-recours. Comment on en arrive à un écart aussi absurde? Les rapports d'analyse suggèrent que cette complexité administrative, c'est pas juste un accident de parcours. Elle agit parfois carrément comme un filtre politique. C'est là que l'impact de l'opacité devient concret pour le citoyen. Dans quel sens? Pour une personne en situation de précarité, naviguer dans une bureaucratie conçue par des cabinets qui sont complètement éloignés du terrain, c'est un parcours du combattant. Et rappelle-toi la statistique de tout à l'heure, les 99,73 % de discipline de vote au Parlement. Ouais, le député qui est complètement muselé. Ce qui implique que si un citoyen va voir son député local pour dire « Écoutez, je n'arrive pas à obtenir mes droits sociaux, le système est cassé », bien, ce député-là a très peu de marge de manœuvre. Il ne peut pas s'opposer publiquement à son parti pour dénoncer le système parce qu'il perdrait sa job ou sa place aux prochaines élections. Fait que la courroie de transmission entre la détresse du citoyen et l'action législative est juste brisée par la partie critique. Elle est complètement coupée, oui. Mais pendant ce temps-là, pour boucler la boucle, le fameux Netflix de la presse fera pas ses gros titres sur ses 5 milliards d'euros perdus dans les méandres de l'administration. Ben non, c'est pas assez croustillant pour faire des clics. Exact. Ça ne générera pas la même indignation qu'un article sur un fraudeur isolé qui a profité du système. Les algorithmes poussent les médias à se concentrer sur des discours très sécuritaires ou polarisants. Ça monte les groupes de citoyens les uns contre les autres. Et la conséquence de cette invisibilisation-là, elle est profonde. La machine du marketing politique ne s'adresse qu'à l'électeur médian. Celui qui répond bien au sondage. Exact, celui qui est réceptif aux messages de surface. Ce qui fait que toute une frange de la population sent très bien que les politiques publiques débattues à la télé, ça n'a absolument aucun lien avec leur réalité quotidienne. Ça doit nourrir une colère froide assez intense. On voit les promesses électorales qui sont marketées comme des produits miracles pendant les campagnes, mais les décisions réelles se prennent ensuite derrière des portes closes par des experts non élus. Les gens sont pas dupes, ils voient bien ce décalage-là. Fait que cette fracture-là, j'imagine qu'elle alimente une défiance monumentale envers le contrat social en général. Totalement. Quand la confiance s'effrite à ce point-là, on voit les électeurs soit se désengager complètement du processus en arrêtant de voter, soit se tourner vers les extrêmes politiques. Pour exprimer un rejet total des institutions, dans le fond. Oui. Le cynisme devient presque la réponse logique à un système qui a l'air complètement truqué. Mais heureusement, les auteurs des textes qu'on a étudiés aujourd'hui ne se contentent pas de juste poser un diagnostic sombre. Ils explorent aussi des pistes de solutions pour casser cette mécanique-là. Oui, et il parle vraiment d'une rupture systémique nécessaire. Il suggère de s'appuyer sur de nouveaux outils européens, par exemple, comme l'EMFA. Le règlement européen sur la liberté des médias, c'est ça, hein? C'est ça, les chercheurs insistent sur la nécessité d'appliquer ça rigoureusement pour plafonner et réguler la concentration de la presse. L'idée, c'est que si on empêche un acteur de posséder 94 % d'un marché, on force une diversité de voix à exister. Il plaide aussi pour une dépolitisation assez radicale de l'administration publique, non? Redonner le pouvoir aux vrais fonctionnaires neutres, forcer une transparence totale. Un registre strict des lobbies, oui, pour mettre fin au flou de ces cabinets stratégiques gigantesques. Des recommandations qui visent au fond à ramener la prise de décision dans la lumière du Parlement plutôt que dans l'ombre des salles de conférences privées. Fait qu'on a fait tout un voyage aujourd'hui dans la salle des machines de nos démocraties modernes. On a vu comment la vieille propagande s'est transformée en marketing sophistiqué, comment les cabinets parallèles gouvernent dans l'opacité totale. Comment les géants médiatiques relaient ce consensus-là pour protéger leurs propres intérêts financiers aussi. C'est clair. Et surtout, on a mis en lumière le prix humain de tout ce cynisme citoyen et ces milliards de droits sociaux qui sont laissés sur la table inaccessibles. Et si on prend juste
juste un pas de recul sur toutes ces informations-là, je trouve que ça force une réflexion existentielle qui dépasse même le cadre strict de nos sources. Ah oui, comme quoi? Ben, si nos peurs, nos espoirs, nos convictions politiques sont analysés par des algorithmes et qu'ensuite ils sont nourris par des messages publicitaires hyper ciblés, relayés par une presse qui cherche avant tout à capter notre attention. À quel moment exactement est-ce que notre vote cesse d'être l'expression de notre libre arbitre pour devenir juste une simple donnée statistique prévisible dans un plan d'affaires gouvernemental? C'est peut-être la question la plus urgente de notre époque. De quoi donner des frissons, honnêtement? Mais surtout, ça donne envie d'être beaucoup plus vigilant la prochaine fois qu'on offrira un choix politique préemballé qui semble juste un peu trop facile. Rappelons-nous qu'il y a toujours des mécanismes super complexes en jeu derrière le comptoir. Gardez votre esprit critique bien affûté, posez des questions et merci d'avoir plongé avec nous dans les rouages du pouvoir aujourd'hui. À la prochaine! Bienvenue à ZDBit, notre espace d'échange intellectuel et d'analyse plurielle. Imaginez un instant, vous êtes un citoyen belge, vous découvrez l'architecture financière, disons, très opaque de votre gouvernement. Mais pas en lisant un rapport de 300 pages du Conseil de l'Europe. Est-ce qu'il sera surprenant, on va se le dire? Exactement. Vous le découvrez plutôt en écoutant 2 voix synthétiques générées par une intelligence artificielle qui s'indigne sur YouTube. Et là, l'audience explose. L'indignation est totale. Ça nous amène à une question fondamentale. Sommes-nous face au futur radieux de la vulgarisation démocratique ou bien à l'ingénierie de nouvel art complotiste? C'est un paradoxe fascinant. Et je dirais que c'est exactement là que se situe la ligne de faille de notre époque, en fait. La frontière entre la critique citoyenne légitime et la dérive complotiste n'a jamais été aussi poreuse. Oui, tout à fait. Et c'est un enjeu qui nous interpelle directement, même ici, au niveau de nos propres grilles d'analyse en sciences politiques. Et c'est précisément le cœur de notre réflexion d'aujourd'hui qu'on a tout particulièrement pensé pour les étudiants en sciences politiques qui nous écoutent présentement. On décortique un cas d'étude très précis, une vidéo virale de la chaîne YouTube OUFIeux qui passe au crible la gouvernance institutionnelle belge. Une vidéo qui fait beaucoup de bruit. Oui, vraiment beaucoup. Et la question centrale de notre échange, c'est de se demander, face à cette prolifération de contenus politiques alternatifs, comment on fait pour distinguer une critique systémique légitime d'une rhétorique qui bascule dans le conspirationnisme? Est-ce que cette vidéo franchit la ligne rouge? Je vous annonce tout de suite mes couleurs. Je vous écoute. Je suis convaincue que cette vidéo constitue une critique légitime. Elle est systémique et surtout très solidement documentée. Elle s'appuie sur des faits vérifiables concernant le système politique belge plutôt que sur des théories de l'ombre. Eh bien, je soutiendrai la position inverse. Bien que je reconnaisse l'utilisation de certaines données factuelles, je soutiens que les marqueurs rhétoriques employés, l'esthétique très anxiogène de la présentation et, vous savez, l'utilisation de ces outils algorithmiques, tout ça rapproche dangereusement cette production de la mécanique complotiste. Pour moi, la forme en bout de piste vient pervertir le fond. D'accord. Alors, pour asseoir ma position, je propose de ramener notre réflexion à l'essence même de ce qu'est le complotisme. En sciences politiques, la pensée conspirationniste, ça exige une intentionnalité malveillante, globale. Ouais. Prenez les grandes théories sur le Grand Reset ou le Forum de Davos, là. Le moteur narratif, c'est toujours l'idée qu'une élite mondiale omnipotente tire les ficelles pour asservir l'humanité. C'est le trope classique, effectivement. C'est ça. Or, quand on analyse cliniquement la vidéo de OUFIeux, on constate que cette architecture intellectuelle est totalement absente. Il n'y a pas de cabale mondiale. La critique est strictement locale, elle est ancrée dans la réalité tangible de l'État belge et elle cible des défaillances institutionnelles spécifiques. Je vous l'accorde d'emblée, la vidéo ne verse pas dans les récits maçonniques ou les sociétés secrètes. J'aborde la question sous un autre angle. La forme dicte souvent le fond. Et ici, la légitimité d'un propos ne réside pas seulement dans les données brutes qu'il mobilise. Mais les données sont réelles pourtant. Oui, mais c'est la manière très orientée dont ces données sont assemblées. La vidéo utilise de bout en bout le format typique du lanceur d'alerte. Elle construit un récit linéaire, fort probablement généré par des intelligences artificielles comme Notebook LM, qui aplatit complètement la complexité de l'appareil d'État.
Le but, c'est de susciter une seule réaction chez le spectateur. L'indignation. Exactement, l'indignation. C'est, à mon sens, une véritable ingénierie de l'outrage. Je comprends pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous offrir une perspective différente sur la validité de ces données. Parce que l'indignation ne naît pas du vide, voyez-vous. On ne parle pas ici de blogs obscurs. Non, bien sûr. La vidéo s'appuie sur le rapport d'évaluation 2024 du GRECO, le groupe d'États contre la corruption. Quand ces créateurs vont puiser dans les rapports du Conseil de l'Europe, ils savent très bien ce qu'ils font. Ce sont des audits d'une rigueur redoutable. Des audits qui, normalement, dorment dans nos bibliothèques, c'est vrai. Exactement. Il cite aussi l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Ça démontre que la Belgique a dégringolé, passant d'un score de 77 en 2016 à 69 sur 100 en 2025. Ce sont des reculs mesurables. Alors, pourquoi le fait de présenter ça avec un peu de dynamisme disqualifierait le propos? Parce que nos étudiants doivent comprendre que l'assemblage algorithmique de faits réels, quand le but exclusif, c'est de créer un récit de victimisation face à un système oppressif, c'est le code génétique fondamental du média complotiste contemporain. Le code génétique complotiste, carrément. Oui, parce qu'on occulte systématiquement la délibération parlementaire. On efface les nuances institutionnelles pour ne présenter qu'une accusation unilatérale. Et c'est ce glissement vers ce que j'appellerais un lexique de l'ombre qui m'inquiète au plus haut point. Ah, ça, c'est un terrain de débat fascinant. Et ça nous amène directement à notre premier axe d'analyse, la fameuse frontière entre l'analyse systémique et le vocabulaire sensationnaliste. Vous parlez d'un lexique de l'ombre. Pourtant, quand la vidéo dénonce une particratie et le déclin de l'institution parlementaire belge, elle ne fait que reprendre les thèses d'économistes respectables. Prenez Bruno Coleman, par exemple, qui conceptualise lui-même la particratie consulaire. Oui, mais l'utilisation du terme par Bruno Coleman, ça s'inscrit dans un cadre théorique précis. Là. La vidéo, elle dérive sémantiquement. Elle prend un concept académique et elle le transforme en une arme rhétorique. Laissez-moi vous expliquer le mécanisme sous-jacent, parce qu'il est fondamental. Nos étudiants connaissent bien l'indice de Rice, n'est-ce pas? Cet indice qui mesure la cohésion des votes au sein des groupes parlementaires. Tout à fait. Un outil classique. La vidéo l'utilise pour démontrer qu'au Parlement belge, cette cohésion est quasi totale. Et on sait très bien pourquoi. C'est parce que le système électoral repose sur des listes contrôlées par les présidents de partis. Ouais. Si un député s'avise de voter contre la ligne de son président, il se retrouve relégué à une place inéligible au prochain scrutin. C'est une sanction fatale. L'indice de Rice capture cette dilution du pouvoir. Dès lors, appeler ça une oligarchie partisane, est-ce vraiment du sensationnalisme ou juste une caractérisation ancrée dans une réalité empirique? Écoutez, je ne conteste pas l'utilité de l'indice de Rice, ni le constat de l'hyperpuissance des partis en Belgique d'ailleurs. C'est un fait établi. Ce que je pointe du doigt, par contre, c'est l'activation délibérée de ressorts psychologiques par le vocabulaire choisi. C'est-à-dire? L'utilisation répétée, martelée de syntagmes comme administration de l'ombre ou caste financière pour désigner des simples cabinets ministériels, ça crée un biais cognitif majeur. C'est comme utiliser une lumière stroboscopique comme arme. Une lumière stroboscopique, voyons donc. Absolument. Chaque flash individuel de cette lumière, que ce soit l'indice de Rice, le rapport du GRECO, les statistiques est réel. Ça existe. Mais quand vous flashez ces éléments de vérité à 120 battements par minute, à travers un récit anxiogène, le spectateur ne voit plus l'architecture complexe de la pièce. Il est juste désorienté, il est submergé. Ça provoque un véritable vertige cognitif. Le lexique de l'ombre vient complètement saturer son esprit critique. L'émalogie du stroboscope est visuellement très forte, je vous l'accorde. Mais je dois m'inscrire en faux contre l'idée que l'expression « administration de l'ombre » relève du simple fantasme. Regardons les mécanismes de plus près. Allez-y. Et si éloigné de la réalité opérationnelle des cellules stratégiques belges? Le rapport du GRECO souligne, noir sur blanc, le phénomène du pantouflage. Des membres clés de ces cabinets, qui ont accès à des informations privilégiées de l'État, transitent allègrement vers de gigantesques firmes privées comme McKinsey. Oui, c'est un problème d'éthique connu. Un problème sans aucune vérification d'intégrité sérieuse au préalable. Il y a un vide juridique béant sur les conflits d'intérêts.
Quand la vidéo nomme ça l'ombre, elle ne fait que traduire en langage accessible un concept très pointu d'opacité institutionnelle. Ce n'est pas un vertige cognitif, c'est une mise en lumière. Mais la vulgarisation, même quand elle est nécessaire, elle ne doit jamais se faire au prix de la rigueur causale. Et c'est précisément sur cette mécanique de saturation que la comparaison avec des œuvres de désinformation avérées devient, selon moi, incontournable. Prenez le cas d'école qu'on enseigne dans nos séminaires, le documentaire Hold Up sorti en 2020. Ah non, attendez. Laissez-moi faire le parallèle. Bien qu'il traitait d'un sujet différent, Hold Up a utilisé des techniques algorithmiques extrêmement similaires, en empilant des fragments de réalité pour créer un effet de révélation choc. Je dois vous arrêter immédiatement sur cette comparaison avec Hold Up. C'est un parallèle que je trouve fondamentalement inapproprié. Pourquoi? La mécanique narrative est la même, parce que la méthodologie diffère du tout au tout. Si on fait l'analyse causale de Hold Up, on constate que sa mécanique reposait sur l'invention pure et simple. Ils affirmaient que le virus avait été fabriqué par l'Institut Pasteur, ce qui était démenti par toute la communauté scientifique. La falsification dans Hold Up était flagrante, c'est indéniable. Exactement. Ils citaient la Suède pour prouver l'inutilité des masques, mais ils omettaient délibérément de dire que la mortalité y était 10 fois supérieure à ses voisins. C'est de la désinformation pure, alors qu'à l'inverse, regardons comment la vidéo WEFU traite le financement des partis. Les chiffres sont publics, oui. Ils n'inventent rien. Ils affichent les chiffres exacts des rapports de 2024. Ils démontrent que la NVA est financée à 84,4 % par des subventions publiques et l'Openville à 90,8 %. Ils exposent que ces partis ont accumulé des patrimoines immobiliers massifs atteignant près de 157 millions d'euros fin 2021. Ce n'est pas un complot, c'est la réalité budgétaire. C'est un argument convaincant, mais avez-vous pris en compte la manière dont cette accumulation noie la nuance des réformes post-scandale, Augusta? De quelle nuance parlez-vous au juste? Nous touchons ici à la distinction entre la désinformation, qui est le mensonge, et la malinformation. Ce que fait cette vidéo, c'est de la malinformation. C'est l'utilisation d'une vérité factuelle, mais sortie de son contexte, pour induire en erreur ou susciter l'hostilité. C'est une vérité militarisée. En quoi exposer le budget d'un parti, c'est une vérité militarisée? Parce qu'il manque l'explication du pourquoi. En sciences politiques, on étudie pourquoi ce système de financement public massif a été instauré. C'est une réforme voulue pour assainir la vie politique suite au scandale Agusta dans les années 90. Le but était de couper le robinet du financement primé au culte. En bombardant le spectateur avec ses pourcentages isolés, la vidéo pratique le millefeuille argumentatif. Mais franchement, est-ce que c'est pas un peu condescendant pour le citoyen dire qu'on ne peut pas lui présenter des chiffres budgétaires actuels sans lui faire un préambule historique de 30 ans sur l'affaire Agusta? Ce n'est pas de la condescendance, c'est une exigence de probité. Sauf que le fait est que l'argent public est accumulé de manière disproportionnée aujourd'hui. L'effet pervers de la loi est devenu le problème principal. Exiger une contextualisation infinie pour chaque chiffre, c'est refuser le débat sur la réalité présente, en fait. Mais c'est la fonction cognitive du montage qui pose problème, là. Le millefeuille argumentatif, ça consiste à empiler si rapidement des données disparates, le financement, l'opacité des cabinets, l'indice de Rice, que le cerveau n'a physiquement plus le temps de traiter l'information. Il capitule face à l'avalanche. Il accepte la conclusion par pure saturation. C'est là que la méthodologie rejoint le complotisme. On sacrifie l'explication causale profonde au profit d'une accumulation frénétique de preuves à charge. Je trouve que vous prêtez beaucoup d'intentions malveillantes à ce qui n'est au fond qu'une démarche d'analyse systémique. Relier différents symptômes, c'est exactement ce qu'on demande à nos étudiants de faire. Si c'est fait avec rigueur, oui. Si je vous présente le concept de l'asymétrie d'information théorisé par Georgi Kirloff, qui est d'ailleurs mobilisé dans la vidéo, l'idée, c'est de montrer comment le déséquilibre d'information entre l'État et le citoyen fausse le contrat démocratique. Lier ces dysfonctionnements pour démontrer cette asymétrie, c'est tout à fait logique. Le concept d'Akirloff est excellent, mais il se retourne contre vous ici. Et ça m'amène à notre troisième axe qui est de loin le plus préoccupant, la technologisation de la critique. Akerlof nous a appris que l'asymétrie d'information
détruit la confiance. Oui, son marché des véhicules d'occasion. Exact. Or, ici, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ces outils génératifs qui créent des voix synthétiques, ça ne résout pas la symétrie entre l'État et le citoyen. Ça en crée une nouvelle, beaucoup plus insidieuse. Je ne suis pas certaine de vous suivre sur cette nouvelle asymétrie. C'est très simple. Le citoyen écoute ce format qui ressemble à s'y méprendre à un vrai débat entre deux experts. Le dialogue est fluide, naturel, mais ce sont des voix synthétiques. L'IA a digéré des rapports pour recracher un script. Et alors? L'auditeur n'a aucun moyen de vérifier le prompt, l'algorithme ou ce que l'IA a décidé de censurer. On remplace une opacité institutionnelle par une opacité algorithmique. Le citoyen est complètement désarmé face à cette technologie qui lisse toute la complexité pour imposer une posture de lanceur d'alerte infaillible. C'est un point intéressant, bien que je le formulerais autrement en parlant d'accessibilité plutôt que d'occultation. Soyons tout à fait honnêtes un instant. Parmi nos concitoyens ou même nos étudiants, combien iront télécharger le second rapport de conformité du GREC-KO de mai 2024? La proportion est infime, je vous le concède. C'est ça. Ces documents sont d'une aridité qui décourage la lecture. En utilisant une IA générative pour synthétiser et dynamiser ces données, les créateurs de cette vidéo rendent un service civique inestimable. Ils traduisent des avertissements techniques très lourds en un format qui alerte véritablement la population. Mais à quel prix? La vidéo évoque le cas de vrais lanceurs d'alerte, comme Cédric Alain, le bourgmestre qui a exposé le scandale Publifin. Ce sont des réalités belges. Alors, la complexité politique doit-elle obligatoirement être ennuyeuse pour être considérée comme valide sur le plan académique? La complexité ne doit pas être ennuyeuse, loin de là, mais elle doit demeurer complexe. Vous citez Cédric Alain, c'est un excellent exemple. Mais la posture dans Cédric Alain s'est accompagnée d'un travail de fourmi, des procédures judiciaires longues, des commissions d'enquête. Oui, c'est sûr. La mise en scène par IA s'approprie frauduleusement l'aura de courage de ce type de lanceur d'alerte sans en assumer la rigueur procédurale. L'esthétique de la révélation choc remplace l'investigation réelle. Mais elle ne prétend pas se substituer à la justice. Elle agit comme un porte-voix pour la place publique numérique. Ça force les institutions à réagir. Sauf que les effets pervers de ce porte-voix sont dévastateurs. En utilisant ce récit où le système est systématiquement dépeint comme verrouillé par une oligarchie partisane, on ne favorise pas l'engagement citoyen. On nourrit le cynisme. On donne l'illusion d'une information parfaite tout en saturant l'espace cognitif. C'est la limite tragique. On génère de l'audience sur le dos de la confiance institutionnelle. Nous arrivons au terme de cet échange particulièrement riche. Il est temps de synthétiser nos positions pour nos auditeurs. De mon côté, je maintiens le cap. Je suis convaincue que cette vidéo, bien qu'elle soit polémique dans sa forme, reste fondamentalement une critique ancrée dans une solide réalité documentaire. Je vois. En s'appuyant sur des institutions comme le Conseil de l'Europe et sur des cadres théoriques comme la symétrie d'information d'Akarloff, elle expose des mécanismes réels. Le conspirationnisme invente des causes invisibles. Cette vidéo met en lumière ce que le système politique laisse à la vue de tous, mais refuse de corriger. Et pour ma part, je réitère ma mise en garde en m'adressant directement aux étudiants en sciences politiques. Vous devez cultiver une vigilance de tous les instants. Une forme narrative automatisée qui manie le millefeuille argumentatif pour provoquer un vertige cognitif, ça emprunte beaucoup trop au code de l'ingénierie complotiste. Ne vous laissez jamais séduire uniquement par la véracité des données brutes. Analysez toujours la structure rhétorique, les omissions et l'opacité technologique derrière ces données. La vérité militarisée reste au final une forme de manipulation. Les failles de gouvernance au sein d'États belges. La chute à l'indice de perception de la corruption, l'emprise des présidents de partis, le manque de balises pour le pantouflage. Absolument. Ce sont des problématiques tangibles. Elles ne relèvent pas du fantasme et elles exigent notre attention. L'enjeu n'est pas de nier ces dysfonctionnements, mais d'exiger une rigueur irréprochable dans la manière de les diagnostiquer et d'en débattre. Et c'est là toute la beauté des sciences politiques. On invite nos étudiants à poursuivre l'exploration du matériel source, à aller lire ces fameux rapports et à analyser par eux-mêmes ces nouvelles formes de communication. Évaluer la crédibilité d'un message exige ce double regard, examiner les faits tout en décodant la structure de persuasion. C'est un exercice de haute voltige intellectuelle, mais il est absolument indispensable. Indispensable, en effet, la vérité ne se révèle plus simplement par la clarté du contenu,
Elle émerge de la rigueur avec laquelle on ose questionner l'instrument même qui produit le récit. À vous de continuer à interroger les mécanismes et à faire vivre l'esprit critique.